pourrait m'objecter que la prise en compte de l'interprétation ne nous a guère fait progresser vers l'établissement d'une définition de l'œuvre d'art. On peut en effet considérer un dessin linéaire ordinaire simplement comme une forme. Ensuite, après y avoir vu le dessin d'un cube par exemple, on peut l'identifier selon deux axes spatiaux distincts et incompatibles, comme c'est le cas des cubes Necker, où ce que nous voyons d'abord comme la face avant apparaît ensuite comme la face arrière. Et tout le monde connaît la figure qu'on peut voir d'abord comme lapin, ensuite comme canard. Est-ce que ces misérables dessins seraient donc des œuvres d'art? Il faut les interpréter comme il faut d'ailleurs interpréter toute carte et tout diagramme. Il faut évidemment trouver une parade à cette objection, puisqu'elle met en question le critère d'interprétabilité en tant que condition suffisante pour définir l'œuvre d'art. Mais en fait, je dois d'abord répondre à une objection qui conteste même le caractère nécessaire de ce critère. Pourquoi interpréter? Pourquoi ne pas laisser l'œuvre en paix? Certes, nous dis-je, il existe sans doute des œuvres qui ont besoin d'une interprétation, mais il pense que ma décision sournoise, quelques pages plus haut, de faire entrer ce phénomène tout à fait secondaire dans ma définition provisoire, était peut-être trop précipitée. Plus que quiconque, je devrais me méfier et ne pas élever une considération tout à fait secondaire au niveau d'une condition universelle. Et il attire mon attention sur des œuvres qui, comme son lit insolent, sont tellement identiques à ce qu'elles sont que toute interprétation semble superflue, comme si on interprétait un bâton comme étant un bâton, ce qui est tout aussi absurde que de feindre qu'un bâton est un bâton. Ces œuvres, continue-t-il, sont ce qu'elles sont. Elles ne peuvent être identifiées qu'à elles-mêmes et pourtant ce sont des œuvres d'art. Pensez à l'homme du commun, insiste J. Si nous attendaient en train de discourir devant ma toile ou celle de K, il penserait que nous sommes fous. Certes, admet J, j'ai commis une faute en créant une œuvre qui dépend autant de l'activité interprétative, et mon tableau sur la troisième loi de Newton n'est qu'un compromis avec tout ce à quoi je crois, et à quoi je crois aussi l'homme du commun, à savoir que les hommes sont ce qu'elles sont et non pas autre chose. Les choses sont ce qu'elles sont et non pas autre chose. Ça, dit l'homme du commun, c'est simplement une ligne noire sur une toile blanche et rien de plus. Je ne suis pas très sûr que des gens aussi sophistiqués que J soient vraiment en position de décider ce que l'homme en commun dirait à propos de quoi que ce soit, mais acceptons sa prétention et faisons comme si l'homme du commun était affecté d'une sorte d'aphasie artistique, et voyez uniquement ce que voit le barbare que nous avons imaginé dans le chapitre précédent, c'est-à-dire seulement la contrepartie matérielle qui sous-détermine un ensemble d'œuvres, ou encore les objets tels qu'ils nous apparaîtraient si nous n'avions pas appris à effectuer des identifications et à donner des interprétations. Et examinons maintenant quelques œuvres d'art que J approuve. Prenons d'abord une œuvre exposée il y a plusieurs années par un artiste appelé Kurilov. Son titre était Laundry Bag, sac à linge, et elle consistait effectivement à un sac à linge monté sur une planche avec une étiquette sur laquelle on pouvait lire Laundry Bag. Ceci dans l'éventualité où quelqu'un aurait cherché une interprétation. Bien entendu, une âme friande d'allégorie aura toujours tendance à se laisser entraîner à prendre cet humble récipient à linge sale pour autre chose que ce qu'il est en réalité, et je suppose que le titre a pour fonction de couper court à tous ces envols. L'œuvre est ce qu'elle dit qu'elle est, ce que l'homme du commun, pointant vers elle, dirait qu'elle est. Un sac à linge et rien de plus. Notre deuxième exemple pourrait être un de ces physicalistes de la peinture suppliciée par brushstroke, cette œuvre grimaçante de Lichtenstein dont nous avons parlé précédemment. Un de ces artistes olfactifs, selon l'expression dépréciative du Duchamp, qui pensait au peintre amoureux de l'odeur de peinture. Le monde des artistes des années 50 était constitué de pots de peinture de la même manière que Fromentin a dit que le monde de Van Eyck était fait d'or. Depuis le début de l'art, la peinture dans sa matérialité a toujours été transformée en quelque chose d'autre. Des saints subissant le martyre, des pommes disposées savamment, des montagnes, des jeunes filles, comme s'il s'était agi d'une substance magique qui pouvait se changer en tout ce que le peintre talentueux voulait.
et les spectateurs n'en tenaient jamais compte, regardant à travers elle et au-delà d'elle pour voir ce que l'artiste en avait fait. L'artiste olfactif veut la rendre opaque et pour cela il lui donne des formes trop récalcitrantes et trop excentriques pour pouvoir être identifié et interprété. Si en face d'une telle œuvre on néglige le matériau pictural afin de voir à travers, on rate tout simplement l'œuvre, car comme dirait l'homme du commun, celle-ci n'est rien d'autre que la peinture même. L'homme du commun est censé dire qu'il s'agit de peinture noire et blanche et de rien d'autre, et c'est exactement ce que l'artiste olfactif lui-même veut dire, de la peinture noire et blanche et rien d'autre. Cette célébration taoïste de la théorie non théorique de l'homme du commun correspond donc à deux impulsions importantes de l'avant-garde récente. Et bien que ces dernières années le monde de l'art se soit tourné vers d'autres problèmes, le défi philosophique qui consiste à distinguer l'homme du commun des artistes qui le célèbrent n'a pas encore été relevé et il mérite d'être analysé par ceux d'entre nous qui pensent qu'il ne saurait y avoir d'œuvre d'art sans interprétation. La première chose à noter est que l'œuvre de Kurylov n'est pas aussi radicale qu'elle le semble à première vue. Dire qu'il s'agit simplement d'un sac à linge et rien d'autre, c'est oublier ou passer à côté de certains faits évidents. Ainsi, le sac à linge est seulement une partie de l'œuvre qu'il a exposée. S'y ajoute la planche sur laquelle il est monté et l'étiquette plutôt apparente qui est fixée portant l'inscription Laundry Bag. Les sacs à linge, dans nos sociétés du moins, ne sont pas montés sur des planches. On les pend dans des cabinets de toilette ou derrière une porte. En deuxième lieu, ils font partie des objets familiers de la maison et n'ont pas besoin d'étiquette. L'œuvre donne l'impression de faire partie d'une exposition destinée à des extraterrestres. Il pourrait de même y avoir l'inscription cure-dents sous un cure-dents, brosse à dents sous une brosse à dents, fausse dents sous un appareil dentaire, et ainsi de suite. Le fait d'identifier un objet aussi banal et familier par une étiquette revient à le déstabiliser, à fausser son environnement. Ainsi, ironiquement, Kurylov fait partie de la tradition qu'il voulait sans doute rejeter. Cependant, mon analyse est dans une certaine mesure ad hominem, puisqu'il existe une solution plus radicale, une possibilité logique, saisie par J. Lorsqu'il continua son lit, en lit, et le transfigura en art. Il n'y a là ni planche ni étiquette, et son lit n'est pas pendu au mur, comme celui de Roskenberg. Tout ce que nous avons pu en dire, c'était qu'on pouvait au moins légitimement demander quel était le sujet de l'œuvre de J, bien qu'il fût évident qu'il allait répondre qu'elle était au sujet de rien, qu'elle ne possédait pas d'interprétation. Enfin, je pense que le cas de J peut être traité comme nous allons le faire avec l'artiste olfactif, ce qui nous permettra de nous débarrasser enfin de ses frères théoriques. Lorsque l'artiste olfactif affirme que son œuvre, qu'elle est une surface de couleur noire et de couleur blanche, et rien d'autre que la peinture et la peinture, et qu'elle n'est au sujet de rien, un observateur superficiel pourrait penser qu'il dit la même chose que l'homme du commun. Mais comme nous avons appris à établir des différences entre des objets optiquement indiscernables, ces différences pouvant être telles que deux objets de ce genre peuvent être situés de part et d'autre d'une frontière ontologique, nous ne devrions pas hésiter à appliquer la même stratégie à des phrases qui semblent indiscernables, mais qui peuvent servir à faire des assertions très différentes et qui donc peuvent être de force inégale. Dire ça va, ça c'est de la peinture noire et de la peinture blanche, peut être un acte d'interprétation et c'en est un dans la bouche d'un adepte du réductionnisme en art, mais ce n'en est pas un dans la bouche de l'homme du commun. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'une personne peut utiliser la même phrase pour faire des assertions différentes en relation avec différents facteurs contextuels. La phrase « ça, c'est de la peinture noire, de la peinture blanche » peut être utilisée pour rejeter des assertions artistiques, mais elle peut aussi elle-même en être une. Ce que je veux faire comprendre, c'est que le retour de l'artiste olfactif à la nature physique de la peinture s'est fait dans une atmosphère saturée de théories artistiques et d'histoire de l'art, et qu'il connaît cette histoire. En réalité, il rejette d'une manière qui reste artistique tout un corpus d'assertions et d'attitudes concernant les objets d'art. Il me semble que le retour au matériau pictural comme art est une entreprise d'inspiration plutôt bouddhiste. Longtemps, on a apprécié l'art parce qu'il révélait
un certain type de réalité. Au lieu de voir de la peinture, on voyait une fille à une fenêtre, l'enlèvement des Sabines, l'agonie dans le jardin de Gethsémani, ou encore l'ascension de la Vierge. C'est un peu comme si on pensait que les objets de notre monde sont fondamentalement irréels et qu'il faut les délaisser pour aller vers des réalités plus élevées, vers un monde de l'au-delà, ce qui revient en somme à adopter une attitude religieuse face au monde. Le monde du samsara s'oppose au monde du nirvana et on nous dit que le monde lui-même doit être nié. Mais dans la doctrine supérieure du bouddhisme radical, la doctrine du sutra du diamant, l'opposition entre le samsara et le nirvana s'effondre. Le monde ne doit pas être nié en faveur d'un monde supérieur, mais doit acquérir lui-même les qualités de ce dernier. Un passage de Ching Yuan exprime cela magnifiquement. Avant d'avoir étudié le zen pendant 30 années, je voyais les montagnes comme des montagnes et les rivières comme des rivières. Lorsque j'eus acquis une connaissance plus intime des choses, j'en vins à comprendre que les montagnes ne sont pas des montagnes et que les rivières ne sont pas des rivières. Et maintenant que j'ai compris le fin mot de tout, je suis tranquille, car je vois de nouveau des montagnes comme des montagnes et les rivières comme des rivières. Il voit les montagnes comme des montagnes, mais cela ne veut pas dire qu'il les voit telles qu'il les voyait avant, car son retour à cette façon de voir s'est fait par le chemin d'un ensemble complexe d'exercices spirituels et grâce à une métaphysique et une épistémologie remarquables. Lorsque Ching Yuan dit qu'une montagne est une montagne, sa phrase est une assertion d'ordre religieux. L'opposition entre la montagne et l'objet religieux a disparu parce que la montagne a été transformée en un objet religieux. Prenons encore la célèbre défense du sens commun par G.E. Moore. Certains philosophes, disait-il, ont nié l'existence des objets matériels. Si par l'expression objet matériel, ils entendent des choses de ce genre. Et ici, Moore montrait ses deux mains. Alors ils ont tort, car voici certainement deux objets matériels. En effet, il s'agissait sans conteste d'une preuve, et de la seule preuve possible qu'il y a effectivement au moins quelques objets matériels. Moore continuait en faisant remarquer que les philosophes en question n'allaient certainement pas nier que ces deux mains existent. Comment le pourraient-ils? Et il finissait en disant que si par l'expression objet matériel ils entendaient quelque chose de différent de ses mains, alors ils n'étaient plus très sûrs de comprendre ce qu'ils niaient. Il va de soi que l'énoncé de Moore, cette main existe, peut difficilement être considéré comme une assertion du sens commun. Qui, sinon un philosophe, penserait à nier ou à affirmer une telle proposition? On pourrait imaginer que quelqu'un ait un cauchemar dans lequel on lui coupe les mains, et que lorsqu'il se rend compte après son réveil qu'il ne s'est agi que d'un cauchemar, il s'écrie « mes deux mains existent ». Mais dans ce cas, il ne serait pas une assertion philosophique, il s'agirait simplement d'un cri de soulagement. Le soulagement que nous procure l'argumentation de Moore est d'ordre métaphysique. D'une manière qui n'est pas très claire, nous sentons que le monde ne dépend pas de nos pensées, ni surtout de ce qui ne se réduit à nos pensées. L'homme du commun, comme on l'appelle, n'a jamais eu d'idée de ce genre, et si on la lui proposait, il dirait sans doute « c'est absurde », et continuerait son chemin. Mais son commentaire ne serait pas une contribution à la philosophie ou une réfutation de l'idéalisme. L'usage philosophique du langage est pour ainsi dire perpendiculaire à son usage ordinaire, ce qui explique que dans la mesure où il y a tant de mots qui sont les mêmes dans les deux domaines, les thèses philosophiques paraissent ou bien absurdes ou bien banales au sens commun. C'est dans cette optique que je soutiens que l'assertion du physicaliste du pigment, de l'homme qui a trouvé dans la substance picturale percée la nature profonde de l'art, est différente de celle du philistin, qui dit « c'est de la peinture noire et de la peinture blanche et rien de plus ». Lorsque l'artiste déclare que cette peinture noire est de la peinture noire, il n'énonce même pas une tautologie. À l'aide de la copule « et », il réalise une identification artistique, c'est-à-dire qu'il continue à se servir de l'idiome de l'art. Il affirme en fait que toute une classe d'identification artistique est fausse, et ceci relativement à une théorie de l'art. On ne peut voir quelque chose comme une œuvre d'art dans l'atmosphère d'une théorie artistique et d'un savoir concernant l'histoire de l'art. L'art, dans son existence même, dépend toujours d'une théorie. Sans une théorie de l'art, une tache de peinture noire est simplement une tache de peinture noire et rien de plus. Il est peut-être possible de parler du monde indépendamment de toute théorie le
concernant, bien que je ne sois pas sûr que cela ait le moindre sens de soulever cette question, puisque nos divisions et articulations du monde en des constellations et orbites différentes présupposent toujours une sorte de théorie. Mais il est clair en tout cas que le monde de l'art ne saurait subsister sans théorie, car il en dépend logiquement. Il est donc essentiel pour notre étude de comprendre ce qu'est une théorie de l'art, ce phénomène assez puissant pour extraire les objets du monde réel et les faire entrer dans un monde différent, un monde de l'art, un monde d'objets interprétés. Les considérations qui précèdent ont montré qu'il existe une connexion interne entre le statut de l'œuvre d'art et le langage à l'aide duquel les œuvres d'art sont identifiées, en ce sens qu'un objet n'est pas une œuvre d'art que grâce à une interprétation qui le constitue en œuvre. Les considérations qui précèdent ont montré qu'il existe une connexion interne entre le statut de l'œuvre d'art et le langage à l'aide duquel les œuvres d'art sont identifiées, en ce sens qu'un objet n'est pas une œuvre d'art que grâce à une interprétation qui le constitue en œuvre. Dans ce cas, la question de savoir quand un objet est une œuvre d'art est la même que celle de savoir quand une interprétation d'un objet est une interprétation artistique, car un aspect caractéristique de la classe des objets dont les œuvres d'art constituent une sous-classe réside dans le fait qu'ils sont ce qu'ils sont, parce qu'ils sont interprétés comme ils le sont. Mais dans la mesure où les membres de cette classe ne sont pas tous des œuvres d'art, ces interprétations ne sont pas toutes des interprétations artistiques.